Bien, bonjour à tous. Donc, au nom de l'ADRIE, j'ai un grand plaisir à vous accueillir ici à la préfecture de région. Il était vraiment important pour nous de vous montrer combien le préfet de région est attaché à la mobilisation de tous les acteurs en Île-de-France sur le sujet de l'efficacité énergétique. Et il était hier, ici même, dans cette salle, à l'occasion de la première réunion du comité de suivi du schéma régional du climat, de l'air, de l'énergie. Il n'a pas pu venir aujourd'hui pour le mot d'accueil, mais c'est vraiment une priorité en Île-de-France. Vous savez sûrement que nous dépendons à plus de 90% pour nos approvisionnements de l'extérieur. Et donc la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, c'est un volet absolument essentiel de la politique, non seulement économique, en termes de réduction des factures, de développement des emplois, mais également pour les aspects sociaux, afin de limiter la précarité énergétique, et également pour la santé, puisqu'on est dans une zone urbaine, comme vous savez, dense, qui est sujette à des pics de pollution. On n'est qu'en septembre et on a déjà dépassé les seuils d'information. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de seuil d'alerte dans les prochains jours, mais voilà, donc on doit tous être vigilants et maintenant passer effectivement aux actions. Donc je vais enchaîner directement par ma présentation, simplement pour vous dire que, je vais juste reprendre une idée là du préfet, c'est qu'effectivement avec notre schéma, on a été vraiment précurseur en Île-de-France et on a, on va dire, incité un petit peu l'administration centrale sur certaines orientations de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc voilà, il faut, on a des précurseurs, et il s'agit maintenant de poursuivre sur la lancée, et pas seulement poursuivre, mais accélérer comme on va le voir. Merci beaucoup. Voilà, donc je me présente. Donc, j'ai dit que je travaillais à l'ADRIE, plus précisément. Donc, il y a au sein de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie un service qui a en charge l'énergie, le climat et les véhicules. Et j'ai en charge deux pôles d'activité sur l'énergie. D'une part, la sécurité d'approvisionnement en Île-de-France, et d'autre part, donc, tout le volet de maîtrise de la demande et des énergies renouvelables. Ma présentation est articulée sur les trois sujets là, qui sont sur la diapo. Notre schéma, donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, puisque c'est vraiment le document structurant pour la région. Je vais faire un zoom ensuite sur l'objectif et les orientations retenues en Île-de-France sur les activités économiques, puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et puis enfin, je vais vous parler de l'actualité législative et surtout un point important qui est l'actualité réglementaire sur les audits énergétiques, puisque cela va se traduire maintenant très, très rapidement par disons, des travaux et des audits donc, dans les entreprises en 2015. Donc le SRCAE d'Île-de-France est un document qui
a été demandé à l'origine par les lois Grenelle, qui a été élaboré dans chaque région conjointement par les conseils régionaux et l'État. Donc c'est la première fois déjà que l'on a établi dans les régions des documents qui ont recueilli l'aval à la fois des conseils régionaux et des services de l'État. Donc ce sont maintenant des documents, lorsqu'ils ont été adoptés, qui sont reconnus et qui sont la base de travail pour à minima les 5 ans à venir. C'est la première fois également que l'on établissait une stratégie à la fois en matière de réduction des consommations et des émissions de gaz à effet de serre, en termes d'amélioration de la qualité de l'air, de développement des énergies renouvelables et pour la première fois aussi que l'on commence à parler d'adaptation aux effets du changement climatique. La vocation de ce document, c'est d'aider, de mobiliser d'une part les collectivités territoriales. Je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent élaborer des plans climat-énergie territoriaux qui doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs du SRCAE. Donc ces plans, les collectivités doivent les soumettre au préfet qui émet un avis avant leur adoption. La deuxième cible du schéma, c'est évidemment l'ensemble des acteurs publics et acteurs privés sur les territoires. Donc ce schéma, qui a été élaboré pendant à peu près de 3 ans, a été approuvé par le Conseil régional, l'instance délibérante du Conseil régional à l'unanimité donc en novembre 2012, et il a été arrêté par le préfet de région en décembre 2012. Donc s'il y a une adresse internet à retenir, vous l'avez là et vous l'aurez donc disponible puisque le diaporama vous sera communiqué. Donc c'est srcae-île-de-france.fr où vous avez l'ensemble du document, donc c'est quand même un document structurant de 420 pages, puisqu'on balaye tous les secteurs. On en a fait des synthèses, des mémentos pour les collectivités, dont le schéma régional et éolien qui est une annexe du SRCAE, et surtout également 6 études préparatoires qui apportent beaucoup d'informations à la fois en matière d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables sur le territoire francilien. Donc, quelques ordres de grandeur. Vous avez ici des camemberts qui montrent les consommations d'énergie de l'Île-de-France en rapport avec la France entière. Donc, colonne de gauche, on va dire l'Île-de-France, colonne de droite, la France entière. Nous sommes à 239 TWh consommés chaque année. J'attire votre attention sur le fait que dans le schéma, les secteurs, nous avons balayé tous les secteurs, mais le secteur transport ne comprend pas l'aérien. L'objectif du schéma est de pouvoir proposer des objectifs et des orientations sur ce qui est du domaine de compétence de la région. Évidemment, les aéroports, tout ce qui est trafic aérien sur Roissy et Orly, ça a des conséquences au niveau national, et donc ce n'est pas dans le champ au niveau énergétique du SRCAE. Toutefois, nous avons bien entendu fait un certain nombre de préconisations sur ce secteur-là, malgré tout. Donc, la consommation se répartit en 37% sur le secteur résidentiel, 23% pour le tertiaire, 27% pour les transports et 13% pour l'industrie. En termes d'énergie, on a grosso modo 3/3 entre l'électricité, le gaz et les produits pétroliers. Lorsque l'on traduit la consommation d'énergie en gaz à effet de serre, on a un chiffre à peu près facile à retenir pour l'Île-de-France. Les émissions de gaz à effet de serre hors transport aérien, je le rappelle, s'établissent à 50 millions de tonnes équivalent CO2.
On voit ici sur la comparaison des deux diapos un poids un petit peu plus fort du secteur transport sur les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux consommations. On passe de 27 à 32%, et un poids un petit peu moins fort sur le résidentiel et le tertiaire. Évidemment, on n'a pas le même taux de pénétration d'électricité dans ces deux secteurs. L'autre écart, c'est évidemment l'agriculture, qui ne représente rien en termes d'énergie et évidemment qui représente en termes de gaz à effet de serre 7% du bilan en Île-de-France. Donc pour établir des objectifs et des orientations sur l'Île-de-France, nous avons dû établir un certain nombre de scénarios. Et notre approche a été différente selon que l'on parlait de consommation d'énergie ou de développement des énergies renouvelables. Pour ce qui concerne les consommations d'énergie, nous avons fixé l'objectif de moins 20%. Nous avons voulu nous caler sur l'objectif national de moins 20% à l'horizon 2020 et en vue du facteur 4 à l'horizon 2050. Donc c'est ce qu'on appelle une approche en backcasting. L'idée était de montrer en particulier à l'ensemble des politiques et acteurs les conséquences de cette démarche du moins 20%, parce qu'on a l'impression, enfin un certain nombre de politiques, en tout cas en Île-de-France, moins 20%, ils voulaient carrément le facteur 4 en 2020, pourquoi pas le facteur 4 en 2020, ça serait très bien. Bon, donc on a fait cette démarche, on a dit moins 20%, voilà les conséquences. Donc par exemple, moins 20% sur le secteur du bâtiment, ça veut dire multiplier par 3 le niveau de rénovation des bâtiments en Île-de-France. C'est passer de 45 000 logements par an à 125 000 logements par an. Mais d'ailleurs pas à partir de 2014, à partir de 2012, puisqu'on a fait le schéma en 2012. Donc c'est en instantané, basculement à facteur 3 sur le bâtiment. La même chose sur le tertiaire, etc. Je ne parle pas du transport. Enfin, voilà. Donc ça permet de donner des ordres de grandeur, et ça a été très, très utile à cet égard. Pour les énergies renouvelables, on est bien conscient que l'objectif national était à l'époque de 23% de part dans le mix énergétique à l'horizon 2020. Pour l'Île-de-France, c'était même pas envisageable d'évoquer ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'études que j'évoquais tout à l'heure pour essayer d'évaluer ces potentiels et voir en les poussant au maximum ce que l'on pourrait avoir. Donc on a fait des études sur la biomasse, sur l'éolien, sur la géothermie. On a de la chance d'être assis sur un gisement de géothermie en Île-de-France, donc il faut le valoriser. Et donc l'objectif au regard de ce potentiel énergétique est de passer de 5% d'énergie renouvelable donc en 2009 à de doubler et de passer à 11% en 2020. Donc là, c'est un effort absolument considérable. On peut avoir des chances de s'en approcher si on s'appuie sur un autre outil vraiment extraordinaire que l'on a en Île-de-France, ce sont nos réseaux de chaleur. On a aujourd'hui plus de 125 réseaux de chaleur en Île-de-France, et c'est par ce biais-là qu'on pourra introduire les énergies renouvelables, énergie fatale, géothermie et biomasse, bien sûr. Voilà. Donc les scénarios construits, on en a 4. Pré-Grenelle, si on compte continuer la tendance avant Grenelle, c'est la ligne rose que vous avez au-dessus. Le tendanciel, si on se contente, entre guillemets, des actions Grenelle, et on s'aperçoit que pour atteindre l'objectif du 3 x 20 en 2020, eh bien, ce tendanciel, évidemment, ne suffit pas. Je l'ai cité tout à l'heure pour l'exemple des bâtiments. Et il faut décrocher vraiment. Donc, c'est la ligne bleue et rouge là, qui sont confondues jusqu'en 2020. Les deux scénarios entre le moins 20% et le facteur 4
sont identiques sur la première période, et ce n'est qu'au-delà de 2020 qu'il faut ensuite avoir une inflexion encore supérieure pour avoir des chances d'atteindre le facteur 4, c'est la ligne rouge. Donc vous l'avez à gauche en consommation d'énergie et à droite sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc cela se traduit, puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises dans la salle, ce moins 20% en global, ça veut dire moins 33% sur l'industrie en 2020, moins 47% en 2050, et donc la traduction directe en émissions de gaz à effet de serre, c'est moins 36% en 2020 et moins 71% en 2050. Comme je vous le disais, le schéma a vraiment balayé tous les secteurs, puisque on peut agir dans tous les domaines. Donc il a défini 17 objectifs et 58 orientations. Je vais simplement vous citer les chapitres que vous trouverez dans le document qui concerne le bâtiment, donc évidemment avec la priorité sur la rénovation des logements et des bâtiments tertiaires existants. Le sujet n'est évidemment pas le neuf, on a une réglementation thermique voilà, qui s'applique et qui est très bien. Le gisement majeur, c'est évidemment, compte tenu de la situation de l'Île-de-France, les bâtiments existants. Les réseaux de chaleur et les énergies renouvelables, correction évidemment c'est ENR. On s'est attaché aussi à regarder le sujet des consommations électriques, puisque avec la construction du Grand Paris, on a un vrai sujet. Il faut à la fois prendre en compte donc, toutes ces préoccupations et ces objectifs d'économie d'énergie, mais malgré tout, construire le Grand Paris, c'est-à-dire construire des milliers de logements supplémentaires, créer des milliers d'emplois supplémentaires, et tout cela sans faire exploser le réseau, en particulier en termes de puissance de pointe. On a donc un sujet plus spécifique, par exemple, sur les data centers. C'est très bien d'avoir beaucoup d'informatique, mais là aussi, ça génère énormément de besoins de puissance. Je ne parle pas du chauffage électrique, puisque j'ai déjà parlé des réseaux de chaleur. Sur le transport, l'urbanisme, les activités économiques, l'agriculture, tous les modes de consommation durable, la qualité de l'air. Je dirais juste que dans la foulée de l'adoption du SRCAE, nous avons adopté le PPA, Plan de protection de l'atmosphère en Île-de-France, qui prévoit un certain nombre de mesures réglementaires et un certain nombre d'orientations pour justement essayer de limiter la pollution en Île-de-France. Et une première orientation sur le changement climatique. La dernière ligne est un petit peu particulière, mais fondamentale, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre et du suivi du SRCAE, avec un certain nombre d'indicateurs qui ont été définis. Au total, il y en a 57 qui couvrent l'ensemble de ces secteurs, des indicateurs globaux et des indicateurs sectoriels. Donc tout cela fait l'objet d'un suivi, et la première réunion du comité de suivi était donc hier. Donc pour les activités économiques, l'objectif est de faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de compétitivité et de durabilité des entreprises. Et pour cela, 3 orientations ont été identifiées: l'intensification des actions d'efficacité énergétique, l'incitation aux synergies et mutualisation entre les acteurs économiques d'une même zone d'activité, et puis favoriser les approches globales d'éco-conception auprès des entreprises. Donc, je vais balayer rapidement ces trois orientations. Pour ce qui concerne l'intensification des actions d'efficacité énergétique, évidemment, avant de commencer à regarder l'efficacité énergétique des équipements et des procédés, on réinsiste, mais comme dans tous les secteurs, sur la sobriété énergétique. Il n'est pas utile, effectivement,
satisfaire des besoins qui ne sont pas réels. La première chose, c'est bien d'identifier, de répondre aux seuls besoins énergétiques, à la fois dans les secteurs des bâtiments, des transports et de l'industrie. C'est dans une seconde phase que l'on s'attache ensuite à choisir les équipements et les procédés qui sont les plus performants. Et pour l'Île-de-France, on a estimé que les gains d'efficacité sur les procédés sont de l'ordre de 6 à 7% et de 20 à 25% sur les utilités. Le troisième point en matière d'efficacité, c'est de penser systématiquement récupération de chaleur, soit en autoconsommation, soit en valorisation dans les réseaux de chaleur. Je vous l'ai dit, on a cet atout, il faut absolument le valoriser. Donc toutes les entreprises du secteur tertiaire ont la possibilité sûrement d'étudier, de regarder en tout cas s'il y a des réseaux de chaleur proches pour pouvoir se raccorder le cas échéant. Pour l'industrie, bon, c'est un petit peu plus complexe, mais ça mérite également d'être étudié. Et donc, lorsque il n'est pas possible de se raccorder sur des réseaux de chaleur, on a prévu un développement de la biomasse dans des installations évidemment performantes en termes de dépollution et de filtration. Donc les trois leviers pour agir, c'est l'amélioration de la connaissance et la gestion de l'énergie, la mise en place d'actions et d'investissements et la préparation de l'avenir avec la recherche et le développement. Donc en matière de connaissances, je pense qu'en domaine de l'information, vous connaissez déjà beaucoup d'interlocuteurs, évidemment l'ADEME, la CCI, Air Paris pour tout ce qui est qualité de l'air, l'Association technique pour les économies d'énergie, les centres techniques industriels. Deuxième point en matière d'information, c'est de former, de sensibiliser l'ensemble du personnel et de commencer, BABA, réaliser un bon diagnostic énergétique dans toutes les entreprises. Ensuite, on passe l'étape rapidement supérieure qui est de s'organiser pour mieux maîtriser l'énergie. On ne peut pas échapper à des structures internes dédiées de responsables énergie ou pour les entreprises qui sont trop petites, il faut organiser des solutions mutualisées avec des conseils en énergie partagés. Il faut ensuite mettre en place un système de management de l'énergie selon la norme ISO 50001. Et il y a aussi des obligations réglementaires qui vont dans le même sens pour favoriser la connaissance. Vous connaissez les bilans de gaz à effet de serre. Et donc la grande nouveauté dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les audits énergétiques. Bon, le deuxième levier sur la mise en place des actions et des investissements, il y a tout un panel d'aides techniques et financières pour vous aider. Le premier fondamental, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Je n'ai cité ici que les fiches standardisées pour l'industrie. Évidemment, il y a beaucoup plus de fiches pour les entreprises du secteur tertiaire avec pour les bâtiments du secteur tertiaire. Donc les prêts éco-énergie, le Fonds européen, les prêts de la BEI et des opérations franciliennes. Donc juste un tout petit zoom sur le dispositif des certificats qui est important. Donc je rappelle simplement que les obligés dans ce dispositif, ce sont tous les vendeurs d'énergie, quelle que soit l'énergie. Ils sont contraints de faire, mais en général ils ne font pas. Leur objectif, c'est d'inciter leurs clients, ou n'importe quel acteur, à faire des économies d'énergie pour atteindre le niveau d'obligation qui leur a été fixé. Si jamais ils n'atteignent pas ce niveau d'obligation, ils ont une pénalité financière qui tombe en fin de période, on solde les comptes, qui est de 2 centimes par kilowattheure CUMAC. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette unité. Kilowattheure cumulé, actualisé, puisqu'on comptabilise les économies d'énergie non pas à l'année, mais sur la période d'amortissement de l'investissement, évidemment.
On ne va pas délivrer des certificats chaque année pour une opération donnée. On intègre l'ensemble des économies générées sur la durée de vie de l'investissement. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que les entreprises peuvent et doivent mettre en compétition le maximum d'obligés de façon à avoir la meilleure rémunération possible sur leurs travaux. En général, les ordres de grandeur, c'est 10%. Ça permet de couvrir déjà les frais d'études. Voilà, donc le point important, c'est que les obligés, pour obtenir leur certificat, doivent avoir prouvé qu'ils ont eu un rôle actif et incitatif en amont des travaux. Donc il ne faut pas que vous les sollicitiez trop tard, il faut être très en amont, contacter les obligés et puis voir avec eux comment vous pouvez avancer. Le deuxième point, ce sont l'ensemble des réglementations en matière d'efficacité énergétique. Donc évidemment, les installations classées pour la protection de l'environnement, on en a plus de 2000 en Île-de-France, qui sont soumises à autorisation, où là, bien évidemment, il peut y avoir des prescriptions minimales en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. Il y a des mesures à prévoir pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs des projets sur l'environnement, notamment en matière de consommation d'énergie. Et puis, il faut privilégier les meilleures technologies disponibles. Le second volet important, c'est le dispositif européen de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. On a 138 établissements qui sont concernés en Île-de-France. Et puis, j'ai cité, parce que ça concerne beaucoup d'entreprises du tertiaire, les réglementations plus récentes en matière d'extinction des enseignes lumineuses commerciales la nuit et d'extinction de l'éclairage des bureaux, vitrines et illumination de façade la nuit. Il faut également l'avoir en tête. En ce qui concerne la production à partir d'énergies renouvelables, donc les soutiens, au-delà des certificats d'économie d'énergie ou des autres aides qui sont citées ici, je rappelle le fonds chaleur qui vient d'être, qui est pérennisé, dont les montants vont encore augmenter et qui permettent justement, qui permet de soutenir toutes les opérations de développement des réseaux de chaleur, de création de forage géothermique, de création de chaufferie biomasse. Les obligations réglementaires aussi, qui concernent l'obligation d'achat par EDF de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. Donc nous délivrons les certificats à la DRIE lorsque les installations respectent les conditions, évidemment. Et depuis plus récemment, depuis quelques années, la nouvelle obligation également d'injection pour le biométhane dans les réseaux de gaz naturel. Juste un mot pour dire que, évidemment, aujourd'hui, biométhane, biogaz, on est à zéro. Le SRCAE, on a prévu quand même de monter fortement sur cette énergie, de l'ordre de 2 TWh à peu près en 2020. Donc, on croit à un potentiel de développement sur le biométhane. Le troisième levier, je ne vais pas insister, évidemment, préparer l'avenir, la recherche et le développement, avec, vous avez ici un panorama d'aides techniques et financières. Sur la deuxième orientation du SRCAE concernant les entreprises, c'est l'incitation aux synergies et aux mutualisations. La démarche d'écologie industrielle est indispensable pour organiser à l'échelle des zones d'activité économique, et on en a beaucoup en Île-de-France, donc des synergies qui permettent de mutualiser les flux de matières, d'énergie, de transport, de services et d'informations. Un exemple qui est celui des plans de déplacement d'entreprise ou des plans de déplacement inter-établissements. C'était important en termes d'enjeux énergétiques de rendre obligatoires ces plans de déplacement vraiment pour les
des entreprises qui ont qui génèrent beaucoup de trafic. Et donc, le PPA que j'évoquais tout à l'heure a assujetti les grosses entreprises qui génèrent beaucoup de trafic à l'établissement de tels plans dans la 340 en Île-de-France. Au niveau, évidemment, l'ADEME, le Conseil régional, délivre également des aides sur ces thématiques. La dernière orientation du schéma, c'est l'éco-conception. C'est une démarche qui vise à intégrer l'ensemble des critères environnementaux très en amont, dès les premières phases de conception d'un produit ou d'un service, pour réduire les impacts, évidemment, tout au long du cycle de vie. Et là aussi, on peut s'appuyer sur des normes et sur des outils qui existent. Je vais passer un petit peu rapidement parce que normalement, vous devez avoir dans votre dossier la brochure que nous avons établie à la Drieux sur la maîtrise de l'énergie dans l'entreprise, où vous retrouverez beaucoup plus en détail tous les éléments que je viens de citer très, très rapidement. Avant de passer à la suite, je voulais simplement dire que dans cette brochure, normalement, on a dû mettre, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin, une fiche pour que les entreprises puissent nous faire remonter leurs bonnes expériences. L'idée est effectivement, il faut qu'on mutualise un petit peu tous ensemble, et donc on invite à la Drieux vraiment toutes les entreprises qui ont fait des actions, qui vont faire, à essayer de nous faire remonter ces informations. Il faut qu'on en ait connaissance, il faut qu'on puisse les faire partager, et donc voilà, je tenais à le dire aujourd'hui. En ce qui concerne donc l'activité législative et réglementaire, donc on a 2 points, le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et puis l'audit énergétique. Donc le projet de loi est actuellement, enfin va être en pleine actualité, on va dire, puisqu'il est soumis au Parlement cet automne, définit un certain nombre d'objectifs. Le premier est de favoriser l'émergence d'une économie sobre en énergie, en ressources et compétitive et riche en emplois. Donc, vous voyez, la thématique de notre réunion d'aujourd'hui s'inscrit, mais alors à 100% dans le premier objectif déjà de la loi. Les autres objectifs, évidemment, il faut continuer à assurer la sécurité d'approvisionnement de la France à un prix de l'énergie compétitif, à la fois pour les entreprises et pour les particuliers, préserver la santé humaine et l'environnement, et garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès à tous de l'énergie. Les objectifs chiffrés maintenant de la loi sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, enfin entre 1990 et 2030, en vue de l'atteinte du facteur 4, toujours en 2050. Vous avez en tête, les lois précédentes, on était à 20% en 2020. Voilà. Maintenant, on est en 2014, il faut voir au-delà, et donc il faut accélérer et passer à 40%. La réduction de la consommation finale doit être de 50% en 2050 par rapport à 2012. L'objectif sur les énergies fossiles est de réduire la part des énergies fossiles de 30%, de réduire la consommation des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012, de porter la part des énergies renouvelables, on a dit de 23% au niveau national en 2020 à 32% en 2030. On va avoir du mal à suivre en Île-de-France, mais bon, peut-être se passer quelque chose. Et réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. Bon, aujourd'hui, le projet de loi est structuré, donc je dis bien aujourd'hui, parce que c'est un projet qui rentre à l'Assemblée et au Sénat ensuite. Donc, il est structuré autour de 64 articles, avec 8 titres qui parlent des objectifs, de la rénovation des bâtiments,
des transports propres et de la qualité de l'air, de l'économie circulaire, des énergies renouvelables, la sûreté nucléaire, la simplification des procédures et la gouvernance de la transition énergétique. Je vais terminer en vous donnant un certain nombre d'éléments sur les audits énergétiques, puisque la directive européenne de 2012 sur l'efficacité énergétique a prévu cette nouvelle procédure. Il s'agit d'obliger les grandes entreprises à réaliser des audits de façon régulière, prévoit une exigence évidemment de qualité des audits énergétiques et donc des exigences de qualité sur la qualification des auditeurs. Le calendrier est que l'ensemble des dispositifs soit décliné dans les États en la mi-2014 et que, donc c'est la date qu'il faut que vous ayez en tête, que les entreprises doivent réaliser leur premier audit avant le 5 décembre 2015. Les audits suivants sont prévus tous les 4 ans. Donc la nature de l'obligation, là j'ai mis telle quelle la phrase de la directive, les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l'objet d'un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et ou agréés ou mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les 4 ans au minimum à partir du dernier audit énergétique. Un audit, c'est une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, et permettant de déterminer et quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable et de prendre en compte et de rendre compte des résultats. La directive européenne recommande de tenir compte des normes 16247-1 concernant les audits énergétiques ou ISO 50001 du système de management de l'énergie. À partir de ce moment-là, si les audits tiennent compte de ces normes, ils sont conformes aux exigences de la directive. On n'en demande pas plus. Exemption de l'obligation d'audit, elle est prévue dans le cas des entreprises qui ont mis en place un système de management de l'énergie certifié par un organisme indépendant. Donc, les audits doivent être réalisés de manière indépendante par des experts qualifiés. Les auditeurs peuvent être des experts internes lorsque les États membres ont mis en place un système qui en assure la qualité. Et les États doivent prévoir un régime de sanctions. Donc, la transposition dans le droit français a été réalisée en 2013 dans la loi portant diverses adaptations. Et cette loi a ajouté directement un chapitre dans le Code de l'énergie avec 4 articles qui précisent donc le principe de l'audit énergétique obligatoire, l'exemption d'audit, les modalités d'application qui relèvent du pouvoir réglementaire et le régime de sanctions, puisque la directive européenne le demandait. Donc, pour information, l'amende peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos. Donc, sur ce premier article, le L233-1 du Code de l'énergie, les personnes morales assujetties sont définies. Il s'agit des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et des personnes morales de droit privé prévues à l'article L612-1 du Code du commerce. Donc l'audit, on reprend le texte de la directive, premier audit avant décembre 2015, puis tous les 4 ans, et réalisation par des auditeurs compétents et indépendants. Un décret qui date du 4 décembre 2013 a ensuite fixé les seuils à partir desquels les entreprises sont tenues de réaliser un audit.
Donc on a trois configurations. L'effectif de l'entreprise excède 250 personnes, ou son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros, ou le total de son bilan annuel excède 43 millions d'euros. Dans ces trois cas de figure, les entreprises sont donc tenues de réaliser cet audit. Alors, les modalités opérationnelles, elles vont être précisées encore plus très prochainement avec un second décret et un arrêté qui vont définir le périmètre et la méthodologie de l'audit, l'indépendance et la reconnaissance de la compétence des auditeurs, les modalités d'exemption en cas de système de management de l'énergie, le contrôle de l'obligation et les dispositions transitoires. Donc peut-être je m'avance un petit peu, je vous donne en avant-première la teneur de ces projets de décrets et d'arrêtés. Ils ont fait l'objet de toutes les consultations, ils sont maintenant à la signature des ministres, donc je pense qu'ils sont suffisamment solides pour qu'on puisse donner les grandes lignes. Alors en termes de périmètre, il est prévu que l'audit doit couvrir 80% du montant des factures énergétiques de l'entreprise. Donc, tous les établissements de l'entreprise ne sont pas forcément assujettis. Il appartient à l'entreprise de définir, de sélectionner les établissements à couvrir par cet audit, dans le respect évidemment de ce taux de 80% du montant des factures énergétiques. En ce qui concerne la méthodologie de l'audit, l'exemption est prévue pour les activités du périmètre couverts par un système de management de l'énergie conforme à la norme ISO 50001-2011 et certifié par un organisme accrédité. Les audits sont réputés conformes lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'un système de management de l'énergie conforme à la norme 14001 2004 et certifié par un organisme accrédité. Et dans les autres cas, ils devront être conformes donc à la norme 16247-1 2012 et lorsqu'on est dans le secteur tertiaire pour les bâtiments, la même norme 16247 mais -2 qui est spécifique aux bâtiments, -3 qui est spécifique aux procédés industriels et -4 qui est spécifique au transport. Le texte prévoit également la possibilité d'audit sur un échantillon de bâtiments similaires. Donc, le cas qui a été cité, par exemple, ce sont toutes les grandes surfaces commerciales qui ont souvent des bâtiments vraiment bâtis sur le même modèle. Donc, on peut travailler aussi, et il y a par échantillonnage sur ces bâtiments. Le rapport d'audit, il doit présenter et classer les actions d'économie d'énergie, c'est ça qui est vraiment très, très intéressant, selon leur temps de retour sur investissement. Il est prévu de les classer selon les 3 niveaux, temps de retour inférieur à 1 an, temps de retour compris entre 1 an et 4 ans, et temps de retour supérieur à 4 ans. L'idée est vraiment d'identifier tout de suite les opérations d'efficacité énergétique qui sont les plus rentables, de façon à les mettre en œuvre le plus vite possible. Le rapport doit être transmis au préfet de la région d'implantation du siège social de l'entreprise. J'insiste, puisqu'on a eu la même chose sur les certificats d'économie d'énergie. Une entreprise qui a tous ses établissements industriels ou tertiaires n'importe où en France ou dans les DOM, sauf à Paris, mais qui a son siège social dans la région Île-de-France, il est pour nous. Donc le rapport d'audit, vous l'envoyez à la DRIE Île-de-France, ce n'est pas la peine de l'envoyer dans les autres régions. De la même manière, on reçoit aussi à la DRIE les rapports d'audit pour toutes les entreprises qui ont des établissements en France et dont le siège social est à l'étranger. Donc ce rapport doit préciser le périmètre, justifier quel périmètre a été retenu,
doit contenir les synthèses des rapports et puis toutes les copies des certificats de conformité en cours de validité. Concernant l'indépendance de l'auditeur, elle est définie comme l'auditeur ne doit pas participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné. Donc on peut avoir soit des prestataires externes, soit des prestataires internes, mais il faut qu'ils respectent cette condition. Pour les prestataires externes, ils doivent être titulaires d'un signe de qualité dans chacun des domaines, bâtiment, procédés, transport, doivent être conformes au référentiel d'exigence des moyens et compétences de la norme NFX 50-091 et ils doivent respecter des critères additionnels qui sont mentionnés dans l'annexe du projet d'arrêté en question. Pour le personnel interne, c'est la même chose, ils doivent respecter les critères de reconnaissance de compétences qui sont définis dans l'annexe du projet d'arrêté. Je terminerai simplement en disant que les dispositions transitoires sont également prévues de façon à faciliter le passage à ce régime d'audit réglementaire dans la mesure où effectivement les audits qui ont été réalisés très récemment, cette année, l'année dernière, et qui répondent à des niveaux d'exigence minimum, puissent être considérés comme valant premier audit pour la nouvelle période. Voilà.